Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le capitaine Pedro Fernandes de Quirós. Quiconque s'intéresse à l'histoire du Pacifique connaît Pedro Fernandes de Quirós. Ce navigateur né au Portugal sans doute en 1560 et mort à Panama en 1615. Son nom portugais était Fernandes de Queiroz. Le Portugal fut intégré à la couronne d'Espagne de 1580 à 1640. Le roi Sébastien étant décédé à la bataille d'Alcácer-Quibir, au Maroc, en 1578, sans descendance, la couronne revint à son héritier légitime, Philippe II d'Espagne, fils de Charles Quint et d'Isabelle de Portugal, et notre marin adopta alors la langue espagnole. On n'a retrouvé aucun texte de lui écrit en portugais, de même que l'apostrophe, orthographe, et probablement la prononciation castillane de son patronyme. C'est ce que montre sa signature, clairement lisible sur de nombreux documents comme celui-ci, qui date d'octobre 1606. Reproduit par Celsus Kelly dans son Calendar of Documents, face page 204. On arrive facilement à lire le prénom Pedro. Le premier nom de famille, Fernandez, est abrégé comme l'usage le voulait à l'époque, en FDZ. Le deuxième patronyme, le plus connu, précédé de la préposition de, qui indiquait l'origine géographique et non un titre de noblesse à la française, confère. Juan Ochoa de Bilbao, Gaspar González de Leza, etc., est clairement lisible, Quirós sans accent sur le O. Il n'a pas signé Queiroz. Comme il a protesté à de nombreuses reprises, par exemple dans ses requêtes 16, 48 et 52, de 1607, 1612 et 1614, de sa loyauté à l'égard de l'Espagne, sa patrie. Il n'y a donc aucune raison de pratiquer l'excès de zèle et de ne pas l'appeler par le nom qu'il avait lui-même choisi de porter. Il découvrit pour la couronne espagnole plusieurs archipels du Grand Océan. En 1595, les Marquises et les Salomon du Sud-Est, en tant que chef pilote de Mendaña, puis, en 1606, à la tête d'une nouvelle expédition, les Tuamotu, les Cook du Nord et le Vanuatu. Le verbe découvrir s'entend ici dans son sens étymologique de découvrir, faire connaître, aux Occidentaux bien sûr, ce qui leur était auparavant caché, inconnu. Car c'est bien lui qui a diffusé dans toute l'Europe, et jusqu'en Amérique, l'existence de ces îles et leur beauté, éveillant ainsi la curiosité des intellectuels et ouvrant la voie à la convoitise des grands explorateurs du siècle suivant. Il n'a pas fait que naviguer, il a aussi beaucoup écrit. On se référera principalement aux récits de ses voyages et aux multiples requêtes qu'il adressa entre 1597 et 1614 à 2 vice-rois du Pérou, à 2 rois d'Espagne, à 3 présidents du Conseil des Indes, à l'archevêque de Lima et au pape Clément VIII. On sait donc ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit, mais on sait moins quel homme il était. Une lecture attentive des nombreux textes qu'il nous a laissés permet de cerner quelques aspects étonnants de sa personnalité, qui ont fait l'objet de plusieurs articles, publiés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en France et en Espagne, et dont cet ouvrage présente une version revue et mise à jour sous forme de synthèse, sans prétendre pour autant avoir fait le tour de la question. Il s'agit principalement des publications suivantes. A. Des îles bien peu secrètes. Les récits de 3 voyages espagnols dans le Pacifique au XVIe et XVIIe siècle et leur diffusion à travers l'Europe et l'Amérique. Christian Huet Delan, Dire, Revue française d'histoire du livre, numéro 94 à 95, Bordeaux, 1997, page 165 am 186. V. Pedro Fernandes de Quirós, OL autre colonne. Conférence donnée lors du congrès de l'Associación Española de Estudios del Pacífico, Université de Valladolid, 2002, et publiée in Francisco Javier Antón Burgos y Luis Oscar Ramos Alonso, Traspasando Fronteras, El Reto de Asia y el Pacífico, Madrid, 2002, page 35 à 43. C. Los Caminos de Pedro Fernandes de Quirós, O. La novela de un navegante. Conférence donnée pour le 6e Congreso de Caminería Hispánica, Université de Alcalá de Henares, Espagne, le 27 juin 2002, publiée dans Manuel Criado de Val, Dire, Actas del XXII Congreso de Caminería Hispánica, Madrid, ed. Ministerio de Fomento Cedex Copu, 2004, 2, page 869 à 884. D. Les compagnons de Mendaña et de Quirós dans la mer du Sud. Revue juridique polynésienne, volume 8, Papette, 2002, page 257 à 268. EU. Quelques aspects de la personnalité de Pedro Fernandes de Quirós.
conférence donnée pour l'Association des historiens du Pacifique, PHA, à Nouméa et Nouvelle-Calédonie, en décembre 2004, et publiée dans Frédéric Angleviel, dire « Histoire de la Franconésie ». Regard croisé sur le Pacifique Sud, les Indes savantes, 2009, pages 71 à 82. F. Pedro Fernandez de Quiros, L'Homme, conférence donnée lors du colloque célébré à Port Vila, Vanuatu, pour le 400e anniversaire de la découverte en juin 2006 et publiée dans Frédéric Angleviel, dire Pedro Fernandez de Quiros et le Vanuatu. Découverte mutuelle et historiographie d'un acte fondateur, 1606, GRHOC, Nouméa, 2007, pages 111 à 144. G. Pedro Fernandez de Quiros y Luis Vaez de Torres. Navegación y descubrimientos españoles en Asia y el Pacífico, Francisco Javier Antón Burgos, ed. Tradiciones y nuevas realidades en Asia y el Pacífico, Actas del 7° Congreso Internacional de la AEEP, Barcelona 2006, pages 9 à 37. H. Prémices de l'évangélisation dans le Pacifique, Inclair l'OSD. Les écritures de la mission dans l'outre-mer insulaire, Brépol 2007, pages 127 à 145. I. Le capitaine Pedro Fernandez de Quiros, Don Quichotte de la mer du Sud 1560 à 1615. http://il-il.org/pedro-fernandez-de-Quiros, mise en ligne en janvier 2008. J. Le capitaine Quiros et l'évangélisation de la mer du Sud, in Frédéric Angleviel, SD. Rivalité coloniale et missionnaire en Océanie, 1688 à 1902. Histoire et mission chrétienne, numéro 6, Cartala, juin 2008, pages 27 à 44. K. Le capitaine Quiros face aux aspects religieux et politiques de la christianisation du Pacifique, Claire Lowe et Frédéric Angleviel, SD. Grands hommes et petites îles, acteurs et actrices de la christianisation de l'Océanie 1580 à 1966, Histoire et mission chrétienne, numéro 20, Cartala, décembre 2011, pages 7 à 24. L. La ciguatera dans le Pacifique, une vieille histoire, In Tahiti Pacific Magazine, numéro 286, juin-juillet 2015, Papette, pages 32 à 33. Lorsqu'on parle de ces écrits, on se réfère principalement au récit de ces voyages, qui n'est pas composé de simples journaux de bord. C'est un long document élaboré à partir de notes qui n'ont pas été conservées, récemment réédité en Espagne, traduit en anglais dès 1904 et en français en 2001, et à ces nombreuses requêtes qui n'ont pas été traduites en français, C'. Et pourquoi ? Pour en faciliter la connaissance, on en donnera ici de larges extraits, qui n'avaient pas leur place dans les articles cités ci-dessus. Afin de ne pas abuser des notes de bas de page, les références, fréquentes, à ces deux sources seront insérées dans le corps du texte de cet ouvrage entre crochets. La lettre H suivie du numéro de la page, édition de Justo Saragossa, renvoie à celles qui sont tirées du récit Historia del Descubrimiento de la Regiones Austrial. La lettre M, suivie de leur numéro d'ordre et de celui de la page, édition de O. Pinochet, renvoie à celles qui sont tirées de ces requêtes, mémorial en espagnol. À ces textes, signés par Quiros lui-même, s'ajoutent des documents dus à la plume de ceux qui l'accompagnèrent pendant le voyage de 1606. Juan de Iturbe, inspecteur-contrôleur. Gaspar González de Leza, chef pilote de l'expédition. Fray Martín de Munilla, le frère supérieur des franciscains. Don Diego de Prado y Tovar, personnalité invitée. Ou Luis Vaez de Torres, plus connu du grand public. L'ensemble constitue un corpus foisonnant et plutôt désordonné, où se mêlent détails géographiques, traités de navigation, descriptions ethnographiques, interrogations spirituelles, exigences matérielles, références historiques et réflexions philosophiques, qui nous permettront une étude organisée en 5 grandes parties. Nous ferons d'abord un survol chronologique des 4 grandes étapes de sa vie, résumées dans un tableau récapitulatif. Nous verrons ensuite les principaux traits de sa personnalité, sa culture, les qualités qu'il revendiquait, et son souci de l'évangélisation. Le 3e chapitre sera consacré à Quiros le grand navigateur, avec une étude quantitative puis qualitative de ses voyages et son traité de navigation. Nous étudierons ensuite ce qui le rapprochait du grand découvreur par excellence, Christophe Colomb, et qui lui valut tant de sarcasme. La dernière partie examinera son ardeur d'arbitriste, ou donneur d'avis, avec une sévère critique de la colonisation espagnole et les solutions qu'il proposait d'appliquer dans la terre australe.
La conclusion montrera son rayonnement posthume, comment il influença les esprits, en particulier ceux des franciscains jusqu'au XVIIIe siècle, et ce que les navigateurs qui lui succédèrent savaient du Pacifique grâce à lui. Nous espérons ainsi faire émerger le portrait d'un individu complexe et attachant, à qui l'histoire du grand océan doit beaucoup, et fort éloigné de l'habituelle caricature que l'on trouve trop souvent. 1. La vie du capitaine Quiros. Il fit 2 grands voyages à travers le Pacifique. Le premier en tant que chef pilote de Álvaro de Mendaña, en 1595, qui vit la découverte des îles Marquises Polynésie française et de Santa Cruz au sud-est des îles Salomon. Le deuxième, cette fois comme commandant de l'expédition, en 1605 à 1606, qui permit d'inscrire sur les cartes l'apostrophe archipel des Tuamotu, Polynésie française, des îles Cook du Nord et le Vanuatu, ex-Nouvelles-Hébrides. Ce grand marin fut un homme extraordinaire qui, issu d'une position sociale tout à fait modeste, eut accès aux personnages les plus puissants de son temps, le pape Clément VIII ou le roi d'Espagne Philippe III, et réussit à les persuader d'adopter ses projets, parfois fort utopiques, ce qui lui valut d'être appelé le Don Quichotte de la mer du Sud, avant de tomber en disgrâce pour mourir dans l'anonymat. Outre le caractère chimérique et généreux du personnage qui soutient une cause qu'il n'a pas les moyens de faire triompher, cnrtl.fr, il convient de rappeler la coïncidence chronologique. En effet, la première partie du roman éponyme de Miguel de Cervantes fut publiée à Madrid en 1605, l'année même où le capitaine Quiros leva l'ancre à la tête de sa flotte. Le parallèle entre les 2 individus semble s'imposer. Il nous a laissé de nombreuses pages, toutes écrites dans un seul et même but, l'organisation et le financement d'expéditions vers les îles du Pacifique, qu'il considérait comme les avant-postes d'un vaste continent austral, des pages destinées à attirer l'attention du roi sur les immenses intérêts de ces îles et à lui démontrer qu'il serait un bon chef d'expédition. Il dit aussi avoir laissé des cartes de ses découvertes, qui n'ont pas été conservées, ou n'ont pas encore été retrouvées. Le résumé de sa vie peut se faire en 5 parties chronologiques. Ses premières années, jusqu'à son arrivée au Pérou, la naissance de la quête de la terre australe, ses 2 voyages dans la mer du Sud, celui de 1595 et celui de 1606, et ses dernières années. 1. Ses premières années. A. En Europe. La partie de sa vie qui précède son départ pour la mer du Sud en compagnie de Mendaña est celle que l'on connaît le moins. Il naquit sans doute en 1560, puisqu'à Santa Cruz, en 1595, il déclara qu'il avait environ 35 ans, et qu'à Séville, en 1615 il disait avoir un peu plus de 50 ans, probablement à Évora. Le Portugal ayant été annexé au royaume d'Espagne de 1580 à 1640, il se retrouva de fait sujet de la couronne espagnole, hispanisa son patronyme de naissance, Fernández de Queiroz, en Fernández de Quiros, n'écrivit que dans la langue de Cervantes et réitéra sans embâche son appartenance à l'Espagne, citant sans cesse dans ses requêtes « Ma patrie »,« Notre Espagne »,« Mon roi et ma patrie » ou « L'amour de la patrie ». Selon un de ses compagnons, l'aristocrate Don Diego de Prado y Tovar, il venait de la Rua Nova de Lisbonne, un quartier considéré comme le lieu de réunion des aventuriers et des trafiquants, où on ne trouve que tromperie, mensonge et déloyauté, et fit ses premières armes de navigateur comme subrécargue d'un navire marchand portugais. Il ne parla jamais lui-même de ses débuts, ni personne d'autre que le méprisant Hidalgo, mais si cette affirmation est exacte, il faut supposer qu'il mit à profit ses voyages au commerce pour apprendre l'art de la mer, avec un tel succès qu'il devint un grand chef pilote, dont Mendaña écrivait à Lima, le 7 mars 1595, qu'il était totalement digne de confiance, avait une vaste expérience et une grande connaissance de la navigation. En 1588 ou 1589, il épousa Doña Ana Chacón, et eut 2 enfants, tous 2 nés à Madrid, Francisco et Jerónima. Mais il eut rarement l'occasion de vivre en famille. B. Son arrivée au Pérou. Si on ignore quand exactement et pourquoi il arriva en Amérique, on sait qu'en 1594, il se trouvait au Pérou, où il eut l'occasion de s'entretenir avec des hommes de mer expérimentés. D'abord, avec quelqu'un qui avait participé au premier voyage de Mendaña aux îles Salomon, 1567 à 1569. Puis avec le chef pilote chilien Juan Fernández,
qui lui parla des signes de terre qu'il avait observés lors de ses nombreuses traversées entre Callao et Valparaíso et lui affirma qu'il avait vu de ses yeux cette terre australe, disant « Qu'on me coupe la tête s'il n'y a pas une grande terre non loin de la côte péruvienne, M5/96. » Enfin, avec un géographe de l'équipage du pirate Hawkins, capturé et ramené à Lima, qui lui raconta qu'il avait vu par 51°1' de latitude sud une terre à l'aspect agréable où il y avait des feux et de la fumée au sud du détroit, M5/97. 42/362, 46/378, sans doute S'. Agissait-il des îles Falkland, ex-Malouine, situées effectivement par 51°30 sud. Rencontre déterminante pour la suite de ses préoccupations intellectuelles, car le véritable moteur de son existence fut la quête de la terre australe, dont l'apparition se situe peut-être au mois de janvier 1595, alors que Mendaña mettait au point les derniers détails de son deuxième voyage. Selon l'Adelantado, c'est le capitaine Quiros qui lui avait proposé sa candidature lorsqu'il avait entendu parler de ses préparatifs, ce qui signifierait qu'il souhaitait déjà s'y rendre, mais celui-ci affirma que c'était Mendaña qui l'avait convaincu de se joindre à lui, et qu'après avoir soulevé quelques objections sur la route à suivre, il y avait finalement consenti. H. 23-24. Aucun autre document ne nous permettant de trancher ce qui ressemble à des questions d'amour-propre. Il faut admettre que l'on ignore si le désir de la terre australe était déjà en lui avant ce voyage de 1595 ou si son obsession naquit ensuite, au contact des îles. Le 7 mars 1595, il reçut les titres de capitaine de la nef capitane, la San Jerónimo, et de chef pilote de toute la flotte composée de 4 navires qui emportaient 430 personnes environ, marins, soldats, religieux, domestiques et futurs colons, hommes, femmes et enfants, avec qui Mendaña et son épouse, Doña Isabel, allaient fonder une ville espagnole à San Cristobal, une des îles Q'. Il avait découverte, et baptisé, aux Salomon 25 ans auparavant. Premier contact délicat. Dans son récit de l'expédition, le capitaine Quiros évoque quelques scènes qui eurent lieu avant même le départ et que l'on peut considérer comme prémonitoires. Son intervention, qu'il présente comme décisive, au sujet des réserves d'eau douce, la rivalité entre les soldats et les hommes de mer, il eut des mots avec le maître de camp, Merino Manrique, qu'il désigna ensuite comme le responsable de toutes les dérives, ou l'intrusion dans cette querelle de Doña Isabel Barreto, à qui il n'épargna pas ses critiques. 2. Son premier voyage dans la mer du Sud. Une des premières tâches de Quiros, en tant que chef pilote, consista à dessiner avant de quitter le port, et sur les instructions de Mendaña, la seule carte dont ils disposeraient à bord, qui représentait la zone du Pacifique dans laquelle ils allaient naviguer. Elle était si sommaire que ce n'était en fait qu'un vaste espace vide, où ne figurait qu'une partie de la côte du Pérou, entre Peta et Arica, qui couvrait donc un peu plus de 12 degrés de latitude, de 6 degrés à 18°30 sud, ce qui représente 1300 km, et 2 points virtuels, situés par 7 degrés et 12 degrés sud, à 1500 lieues, environ 9500 km dans L'(ouest), ce devait être suffisant puisque selon les estimations du chef pilote de 1568, les Salomon se trouvaient entre 9 et 11 degrés de latitude sud, à 1450 lieues de Lima. On peut diviser cette expédition en 2 grandes étapes, de Lima aux Marquises et à Santa Cruz, de Santa Cruz aux Philippines et au Mexique. De Lima à Santa Cruz. La flotte s'éloigna de la côte péruvienne le 16 juin, cap à l'ouest. La première étape, de 35 jours, se déroula parfaitement, traversée rapide par vent arrière modéré, sans restrictions alimentaires, ni zizanie ni maladie à bord. H. 35, du Pérou aux îles Marquises, rencontrée par hasard, où la flotte ne fit qu'une escale de 2 semaines. Elle continua ensuite son chemin vers les Salomon, qu'on imaginait proches, mais il n'en était rien. Il s'en fallait de 3000 milles, plus de 5500 km. Cette deuxième étape fut très difficile. Quand le chef pilote estima que sa longitude le situait à 1535 lieues de Lima, c'est-à-dire hors de la carte, l'angoisse gagna les membres de l'expédition. Il raconte avec un certain sens de l'humour noir qu'il disait que puisqu'on ne voyait pas les îles, cela signifiait qu'elles s'étaient enfuies, que l'Adelantado avait oublié l'endroit où il les avait trouvées, que la mer ayant grossi au point de les recouvrir, on était passé au-dessus d'elles, que les bateaux étaient en train d'escalader des rochers sur la terre ferme,
car cela faisait plusieurs jours que l'on avait dépassé l'endroit de la carte où les îles avaient été peintes. Page 56. L'expédition atteignit finalement l'extrémité sud-est de l'archipel le 7 septembre. Un des navires, la Santa Isabel, ayant été perdu de vue, Mendaña décida de s'arrêter, le temps d'effectuer des recherches, dans l'île qu'il appela Santa Cruz et que le capitaine Quiros estima à 1850 lieues de Lima. Il manquait en fait 530 milles à son calcul. Le séjour dura jusqu'au 18 novembre, marqué par une tentative de mutinerie et par la mort de 46 expéditionnaires, dont le commandant, à la suite de ce qu'on appelait alors les fièvres tropicales. Baie de Santa Cruz au Mexique. La troisième traversée, qui dura presque 3 mois, du 18 novembre au 11 février, de Santa Cruz aux Philippines, ne fut qu'une dramatique opération de survie. De nombreuses personnes manquaient à l'appel. Outre les 182 passagers du navire perdu, la plupart des survivants étaient malades, et les 3 bateaux qui restaient étaient en fort mauvais état. Doña Isabel, désormais chef de l'expédition, ayant décidé de gagner San Cristobal, qui, selon les habitants de Santa Cruz, n'était qu'à 2 ou 3 jours de pirogue, parce que la Santa Isabel s'y trouvait peut-être, le chef pilote fut évidemment chargé d'y conduire la flotte. Il ne commit aucune erreur sur la distance à parcourir, 60 lieues, environ 200 milles, mais se fiant aux indications données par Mendaña après le voyage de 1568, il choisit un cap sud-ouest qui l'écarta de l'île qu'il cherchait et qu'il aurait trouvé en marchant plein ouest. Au bout de 2 jours, ne voyant rien à l'horizon, Doña Isabel donna l'ordre d'aller aux Philippines, où elle souhaitait recruter de nouveaux colons. Quiros estima très correctement la distance entre Santa Cruz et Manille à 900 lieues, c'est-à-dire 3060 milles nautiques, et mit le cap au nord-ouest. Pendant cette douloureuse navigation, qui vit la mort de nombreux passagers, le capitaine de la galiote, sûr que la San Geronimo n'arriverait pas à bon port, lui faussa compagnie, quelque temps avant que la frégate ne disparaisse à son tour. La capitane, désormais seule en mer, traversa le Pogo Noir, petit temps, calme plat, rafales changeantes et une grosse houle qui malmenait le navire, H 143, avant de faire une courte escale à Guam, où les Espagnols purent enfin se ravitailler, au bout de 46 jours de mer. La partie du voyage qui restait à effectuer était très problématique, car le chef pilote devait naviguer en se servant de ce qu'il avait entendu dire et sans carte, H 158, pour gagner les Philippines. Il réussit cependant à les atteindre, à leur extrémité orientale, et dut alors refroidir les impatiences, refusant de s'engager dans des cul-de-sac dont il ne pourrait plus ressortir, jusqu'à ce que des riverains viennent lui indiquer le bon chenal. On comprend le soulagement qu'il éprouva le 11 février 1596, en larguant enfin son ancre dans le port de Manille, si désiré et si espéré, H 178. Il remplit jusqu'au bout son devoir de chef pilote. Il conduisit Doña Isabel et son nouveau mari, don Fernando de Castro, sur la San Geronimo réparée jusqu'à Acapulco, où il arriva au bout de 120 jours de mer, ne consacrant à cette 4e et dernière traversée que 5 lignes de son récit et évoquant simplement d'incroyables souffrances et de terribles tempêtes, H 195. L'expédition n'avait donc pas réussi à atteindre son but d'établir une colonie espagnole aux Salomon. Le capitaine Quiros voulait montrer que ses qualités nautiques surpassaient celles de Mendaña. Celui-ci avait été insuffisamment soucieux des réserves d'eau douce et surtout, n'avait pas été capable de déterminer la longitude des îles Salomon. C'est pourquoi il consacra tout le chapitre 39 de son Historia del Descubrimiento, H 182 à 192, à élucider ce problème, concluant qu'au lieu des 1450 lieues annoncées entre Lima et San Cristobal, il devait y en avoir 2150, soit environ 7300 milles. On sait aujourd'hui qu'il y en a 7050. Il commit donc lui aussi une erreur, mais finalement assez minime. C'est naissance d'un nouveau projet. Fort de cette certitude, il conçut le projet d'une nouvelle expédition à travers la mer du Sud. Il n'ignorait pas qu'en 1574, Philippe II en avait déjà donné l'exclusivité à Mendaña, pour 2 vies, et qu'après que la première vie se fût éteinte, à la mort de celui-ci, sa veuve, Doña Isabel Barreto, avait annoncé sa ferme intention de reprendre le projet avec son nouveau mari, don Fernando de Castro, ce qui correspondait à la 2e des 2 vies comprises dans le contrat que la couronne avait concédé.
Il importait donc pour lui de montrer qu'il ne tentait pas d'empiéter sur les droits de Doña Isabel, puisqu'il ne voulait pas procéder à la pacification et colonisation des îles occidentales de la mer du Sud, mais à la découverte du continent austral, situé dans la zone inconnue, qui s'étend sur 5000 lieues de longitude et à certains endroits sur 60 degrés de latitude et qui représente le quart du globe, celle que contemple le pôle antarctique, M1h38, 2h43. Sachant qu'il aurait à faire face à de nombreux obstacles, dont la nouvelle ambition de Don Fernando qui se considérait par son mariage héritier des droits de Mendaña, il prit sans tarder les précautions qui lui semblaient nécessaires. Il fit confirmer ses bons services officiellement devant les autorités judiciaires de Manille puis du Mexique, par plusieurs de ses compagnons de voyage, et demanda un certificat de travail à Doña Isabel, qui déclara qu'il avait parfaitement rempli son rôle, sans recevoir aucun salaire, qu'il avait risqué sa vie à Santa Cruz pour lutter contre la mutinerie du maître de camp, qu'il avait protégé l'Adelantado avec la plus grande loyauté, n'avait jamais tué ni blessé aucun Indien, ni consenti que cela se fît, que sans sa vigilance et sa constante attention, le navire ne serait jamais arrivé à Manille, qu'il avait atteint sans la moindre erreur, et qu'il était connu à Lima comme un homme d'honneur. En fait, il semble que l'idée de ce nouveau projet naquit chez lui dès la découverte des Marquises. Ces 4 îles et leurs habitants ne cessent de m'appeler à grands cris et de me faire des signes, qui ont éveillé en moi le désir ardent de savoir si Dieu les a mis là tout seuls et la conviction qu'il y a forcément près d'eux des terres inconnues avec lesquelles ils communiquent. M1h39. On peut considérer qu'à ce moment commence l'étape suivante de sa vie, qui dura presque 9 ans, et qui fut entièrement consacrée à l'obtention d'un nouveau commandement. Des démarches de Rome à Lima. Pour retourner dans les îles de la mer du Sud, le capitaine Quiros devait obtenir non seulement une autorisation officielle mais surtout les crédits correspondants, car il n'avait pas de fortune personnelle. Il estimait en outre que seul un financement public pourrait éviter que se répètent les erreurs passées. Il déclara plusieurs fois qu'une des causes des drames de 1595 était qu'il s'était agi d'un investissement privé. Quand c'est un particulier qui réalise l'expédition, on peut dire Q'. Il est mu par son intérêt, il s'entoure de gens qui sont comme lui, il demande « Qu'est-ce que le roi a investi ici ?» et répondent « Rien, tout cela s'est fait grâce à notre argent et à nos efforts. » M28 sur 226-227, 40 sur 300. Son souci premier étant l'évangélisation de tous les misérables Indiens à qui le diable adresse ses mensonges sans que quiconque l'en empêche, et qui vivent dans les ténèbres, H. 251 à 252. Il se rendit d'abord à Rome, où il fut reçu par le pape Clément VIII qui lui remit des grains de chapelet bénis, un morceau du bois de la vraie croix, H. 199, et des lettres de recommandation pour Philippe III. Le 31 mars 1603, celui-ci signa 3 cédules ordonnant la réalisation du voyage, H. 202 à 212. Le nouveau commandant en chef repartit sans tarder pour l'Amérique, le 23 juin. Son retour vers le Pérou fut épique. Il connut un naufrage aux Antilles, H. 212 à 214, traversa l'isthme de Panama à dos de mule, ne rencontra que des fonctionnaires indifférents aux cédules royales et qui le laissaient sans un sou, disant que ces documents ne s'adressaient pas à leur coffre-fort, puis fut victime d'un incroyable accident, un balcon de bois où il se trouvait avec d'autres curieux qui assistaient au passage de la procession du Saint-Sacrement s'écroula sous l'excès de leur poids et entraîna dans sa chute, causant 8 ou 10 morts. Blessé à la tempe, il dut rester alité plusieurs mois, H. 215. Il n'arriva que le 6 mars 1605 à Lima, qu'il avait quitté, après un bref et inutile séjour, le 17 avril 1598. Le vice-roi, comte de Monterrey, fit faire les préparatifs nécessaires, quoique trop lentement à son gré, comme le raconte cette lettre du contrôleur fiscal Juan de Iturbé. Il pressait tout le monde et allait par les rues et les places en criant que le vice-roi avait peut-être été nommé par le Conseil des Indes, mais que lui, il l'avait été par le Conseil d'État et par le pape. Et il criait « Sa Majesté ordonne que l'on fasse tout ce que je demanderai », un témoignage malveillant qui ne manqua pas de lui nuire plus tard, mais qui traduit bien son impatience grandissante, ce que révèlent également les 15 requêtes qu'il rédigea pendant ses années de négociation. Le vice-roi qui, souffrant, ne put assister au départ de la flotte, fit lire à haute voix une lettre adressée à tous les équipages, dans laquelle il leur rappelait qu'étant au service de Dieu et du roi,
Il devait obéir au capitaine Quiros, son représentant à bord H. 221 à 222. Le lendemain, le 21 décembre 1605, celui-ci fit hisser les vergues, larguer trinquettes et civardières et lever l'ancre. 3. Son deuxième voyage dans la mer du Sud. S'il déclara plus tard qu'il n'avait reçu aucune instruction sur ce qu'il devait faire lors de cette expédition, M32/254, le cadre général du voyage avait été défini par une des cédules royales. Il devait partir de Lima, naviguer et explorer jusqu'à la Nouvelle-Guinée et Java la Grande pour découvrir les îles et terres australes, puis passer dans l'océan Indien et revenir rendre compte en Espagne, H. 208 à 209. La flotte se composait de 3 navires, sur lesquels avaient embarqué de 140 à 160 personnes, principalement des hommes de mer et des religieux, cette fois pas de femmes et d'enfants ni de soldats en tant que tels. L'un de ces passagers était le jeune poète sévillan Luis de Belmonte Bermúdez, secrétaire particulier du commandant et auteur ou rédacteur d'une partie au moins de l'histoire de la découverte et de certaines de ses requêtes. Puisqu'il partait à la découverte de la terre australe inconnue, il avait prévu de suivre un cap ouest-sud-ouest, de Callao jusqu'à 30 degrés sud, pensant qu'elle devait se trouver dans cette zone. Si on ne la voyait pas, il ferait une route en zigzag jusqu'à Santa Cruz, dont il estimait connaître la position, et d'où il prendrait un nouveau départ. De Lima, au Tuamotu. Les navigateurs ne virent qu'un horizon désespérément vide au cours de leur premier mois de mer, pendant lequel le capitaine Quiros adressa ses instructions à son second, l'amiral Luis Vaez de Torres, pour le cas toujours redoutable, où les navires viendraient à être séparés. Un texte très détaillé, en 39 paragraphes, rendu public par 19 degrés de latitude sud, le 8 janvier 1606, H. 225 à 241. Les 2 premières parties de ce document étaient classiquement consacrées à la discipline chrétienne, aux bonnes relations sociales et à différents aspects de la navigation. La troisième, en revanche, basée sur l'expérience acquise lors du voyage de 1595, exposait l'attitude à adopter envers les Indiens lorsque les navires étaient au mouillage, faite de respect et de méfiance. Il interdisait formellement de s'emparer de ce qui leur appartient, fût-ce de l'or, de l'argent ou des perles, de maltraiter ou de capturer aucun d'entre eux si ce n'est pour le relâcher couvert de cadeaux, d'incendier leur maison ou leur pirogue, difficile à construire par manque d'outils. Croisillon 30-33. Mais il avertissait aussi ses compagnons. Ce sont d'excellents plongeurs qui peuvent entraver les gouvernails ou couper les amarres. Les cris et hurlements qu'ils poussent lors de leur rassemblement ne doivent pas nous effrayer ni nous incliner à les mépriser. Croisillon 20-35. Il fallait donc à la fois se comporter avec eux comme un père avec ses enfants, et s'en garder comme s'ils étaient des ennemis. Croisillon 36. Le 22 janvier, alors que les navires se trouvaient par 26 degrés sud, le vent fort et changeant associé à une grosse houle du sud, poussa Quiros à remonter vers le nord plus tôt qu'il ne l'avait pensé, ce que certains lui reprochèrent amèrement, affirmant qu'il avait en quelque sorte trahi sa mission et parlant déjà de mutinerie, H. 242. La deuxième partie de cette navigation se fit donc cap au nord-ouest à travers les Tuamotu. Ce fut entre le 26 janvier et la mi-février toute une série d'atolls. Luna Puesta Ducie Pitcairn GB, San Juan Bautista, Henderson, ID, San Telmo, Marutea, Tuamotu, PF, La Cuatro Coronadas, Maturei Vavao, Tenarunga Vaanga, Tenararo ID, San Miguel Vairaatea ID, des îles inondées en leur centre. H. 246, 247, 256, 260, où le mouillage était impossible, où ils ne trouvèrent pas d'eau douce et qui n'apportèrent que déception et impatience. C'est là que fut mis en œuvre un alambic de cuivre pour dessaler l'eau de mer, qui se serait révélé tout à fait satisfaisant si son fonctionnement n'avait exigé de brûler du bois, aussi rare à bord que l'eau de boisson. Le 10 février, la flotte arriva devant Ao, où eut probablement lieu le premier contact entre Pomotou et Européens, si on ne tient pas compte de l'éventuel séjour à Amanu de l'équipage de la caravelle espagnole San Lesmes après son naufrage en 1526. Pendant que les navires restaient au large, des marins débarquèrent sur le récif au péril de leur vie, et les habitants alignés sur le rivage, bâtons et lances en main H. 249, leur souhaitèrent la bienvenue, en les embrassant sur les joues à la façon des Français H. 250. Après la découverte d'un lieu de culte indigène qu'ils sanctifièrent en y érigeant une croix,
Ils cherchèrent de l'eau douce en vain h. 251 à 252. Puis, en revenant vers la côte, ils rencontrèrent une vieille dame, qui pouvait bien avoir 100 ans, et qui accepta de les suivre sur la Capitane. Le capitaine Quiros lui offrit ce qu'il avait à bord, du biscuit de mer si dur qu'elle ne put le mâcher que trempé dans du vin, ce qui sembla à son goût, un miroir, des vêtements, mais qu'en voyant au doigt d'un Espagnol une bague en or sertie d'une émeraude, elle la demanda à son propriétaire, celui-ci refusa et lui en proposa une autre en laiton qui ne lui plut pas du tout, h. 252 à 253. Puis la chaloupe la ramena à terre et le chef de l'île, un homme robuste, de grande taille, aux membres bien proportionnés, au visage et au teint agréable, qui semblait avoir 50 ans, portait un médaillon de nacre au cou, avait l'allure grave, fut à son tour invité à bord mais plus méfiant et plus craintif que la vieille dame, il ne voulut pas embarquer. Après avoir tenté de l'y contraindre, Quiros renonça et lui donna une chemise en taffetas jaune et le fit reconduire sur son île, où il remit sa coiffe de plumes noires et de cheveux dorés à un sergent pour qu'il l'offre à son commandant h. 254 à 256. Comme il est impossible de jeter l'ancre à l'extérieur du récif, les navires se mirent à la cape mais ne purent éviter de dériver, de sorte qu'ils durent continuer leur chemin après cette brève escale tout à fait pacifique, au cours de laquelle les seuls coups de feu tirés furent ceux des arquebuses que les Espagnols déchargèrent en l'air, en signe traditionnel de réjouissance, h. 256, et qui n'avait duré que 48 heures. B. Des Tuamotu au Vanuatu. Cette étape fut la pire de tout le voyage. L'eau était rationnée à un demi-litre par jour et par personne, et les rumeurs de mutinerie s'amplifiaient, mais le capitaine Quiros, dont l'état de santé s'était dégradé, déclara qu'il était déterminé à labourer et à sillonner la mer jusqu'à ce qu'il trouve la terre australe, dût cela leur coûter la vie à tous, h. 258. Une courte escale à Rakahanga, Cook du Nord, n'apporta qu'un réconfort provisoire. Estimant que cette île était sur la même latitude que Santa Cruz, il fit naviguer plein ouest pendant 5 longues semaines, marquées par le petit temps et les calmes plats, sans rien voir, jusqu'au 7 avril, où la flotte se trouva devant Tomako, une île du groupe d'œufs qui fait partie, selon les frontières politiques d'aujourd'hui, de la province orientale de l'État des Salomon. Les Espagnols y passèrent 10 jours, h. 280, consacrés à reprendre des forces et à remplir les cales d'eau douce et de vivres frais, et entretenant des contacts pacifiques avec les habitants, dont le chef, Tumé, expliqua qu'ils avaient entendu parler des arquebuses et de la mort du chef Malop, car son île n'était qu'à quelques jours de pirogue de Santa Cruz. Il mentionna l'existence de plus de 70 îles, h. 284, m24 sur 204-205, échelonnées du nord-ouest au sud-est de Tomako. Quiros, considérant alors qu'il n'avait plus besoin d'aller se ravitailler à Santa Cruz, décida de mettre le cap vers les îles que lui avait signalées Tumé. C'est ainsi que les navires arrivèrent finalement devant une grande terre, et le 1er mai, jetèrent l'ancre dans la grande baie de Saint-Philippe et Saint-Jacques, où ils restèrent un peu plus d'un mois. C'était l'île aujourd'hui appelée Santo au nord du Vanuatu. C'est le séjour à Santo. Parmi les principaux événements de ce séjour, qui dura du lundi 1er mai au jeudi 8 juin, on retiendra que le 13 mai, le commandant décida de nommer des ministres de guerre. Luis Vaez de Torres, qui était jusqu'alors amiral, devint maître de camp responsable des actions militaires, h. 306 à 307. Il créa ensuite l'ordre des Chevaliers du Saint-Esprit, dont tous ses compagnons furent faits membres. Ils porteraient une croix de taffetas bleu sur la poitrine, et leur rôle serait de continuer son œuvre s'il venait à disparaître et de défendre les Indiens contre leurs ennemis. Une déclaration qui lui attira les colibés de certains de ses compagnons, h. 309. Le dimanche 14 mai, jour de la Pentecôte, ayant fait bâtir une église provisoire consacrée à Notre-Dame de Lorette, il fit ériger une grande croix et organisa une procession solennelle et grandiose, puis il procéda à 2 actions symboliques. D'abord, la prise de possession en 6 actes, au nom de la Sainte Trinité, au nom de l'Église catholique, au nom de Saint François et de son ordre, au nom de Jean de Dieu et de son ordre, au nom de l'ordre du Saint-Esprit, au nom de Sa Majesté, roi des Espagnes et des Indes orientales et occidentales, de toutes les îles et de toutes les terres que je viens de découvrir dans cette région du Sud qui était jusqu'à aujourd'hui inconnue, ainsi que de toutes celles que je désire découvrir jusqu'au pôle, et qu'il appela Australia del Espíritu Santo,
forgeant le néologisme Australia sur l'adjectif austral et sur Austria, le nom espagnol de la famille d'Autriche qui régnait sur l'Espagne, h. 313 à 317. Ensuite, la fondation d'une ville qu'il nomma la Nouvelle Jérusalem, qui serait le point de départ de la présence chrétienne dans la mer du Sud, et dont il nomma même le conseil municipal, h. 320 à 321. Il serait sans doute abusif de considérer qu'il s'agissait là d'autre chose que d'un pur symbole car instruit par l'amère expérience du séjour espagnol à Santa Cruz, il ne procéda à aucune tentative d'installation à terre. Il est vrai que le capitaine Quiros fit bâtir une église, en fait, une tente de branchage, avec un autel propre et bien agencé sous un dais, et que des soldats érigèrent une espèce de cabane que certains auteurs ont un peu vite qualifiée de fortin mais sur ordre du commandant jamais il y passèrent ne serait-ce qu'une seule nuit, et la démontèrent rapidement, h. 311 et 307. Les contacts avec les indigènes révélèrent le peu d'autorité de Quiros sur ses compagnons. Il voulait la paix, mais les soldats se comportaient avec cruauté. Un Indien fut tué, puis il eut la tête tranchée et son cadavre fut accroché à une branche, et lui regardait tout cela depuis le navire, fort attristé, considérant que ces gens ne faisaient que défendre leur terre contre ceux qui l'envahissaient et les assassinaient, h. 304 à 305. Il ne semble pas avoir osé reprocher ouvertement sa conduite brutale à Torres, craignant d'être rabroué. Ses préoccupations premières n'étaient pas d'ordre matériel, ce qui peut expliquer le fossé qui se creusait de plus en plus entre lui et ses hommes, mais touchait à la future évangélisation. Face à l'impossibilité de communiquer avec les habitants, et persuadé qu'il recevrait aisément la foi chrétienne, il fit capturer un homme à Tomaco et un jeune garçon à Santo, afin de les convertir et d'en faire les interprètes des missionnaires à venir. Ils furent plus tard baptisés sous les noms de Pedro et Pablo, h. 330 et 346, et ne revirent jamais leur terre natale. Au bout d'un mois, constatant que l'hostilité de la population l'empêchait d'explorer l'intérieur des terres, il décida de quitter Santo. L'ordre d'appareiller fut d'abord donné le 28 mai, puis il fut repoussé à cause d'une crise générale de ciguatera, due à la consommation de poissons toxiques comme ceux de la Havane, et qui causa nausées, diarrhée, douleurs dans les articulations, brûlures d'estomac et vomissements parmi les équipages, h. 343. Des mutineries ou fortune de mer? Finalement la flotte leva l'ancre dans la matinée du jeudi 8 juin, mais devant un fort vent contraire à la direction qu'il voulait suivre, le capitaine Quiros donna l'ordre de revenir au mouillage. Les deux autres navires y parvinrent, tandis que la capitane se retrouva bientôt loin en haute mer, h. 348 à 350. Que s'était-il passé? Selon Prado, les hommes auraient profité du déplorable état de santé de Quiros et de son absence de vigilance pour l'enfermer dans sa cabine et partir vent arrière, cap sur le Mexique, ce qu'il aurait caché dans son récit pour sauver la face. Mais les autres chroniqueurs ne confirment pas cette explication. Le père Munilla et le chef pilote González de Leza racontent que leur navire fut incapable de remonter au vent pour entrer dans la baie, et qu'il ne fit que dériver, accusant même les deux autres de ne pas avoir obéi aux ordres de suivre la capitane. La flotte était désormais séparée. Dans ce cas qui était expressément prévu dans les instructions de janvier, les navires devaient se rendre à Santa Cruz et y attendre les autres pendant 3 mois, h. 228 à 229 croisillon 10. C'est donc le cap que prit d'emblée la capitane. Le 18 juin, 8 jours après le départ de Santo, le capitaine Quiros atteignit la latitude de 10 degrés 1 tiers qu'il supposait être celle de leur point de rendez-vous, mais sans pouvoir dire s'il en était à l'est ou à l'ouest. Pour tout un tas de raisons détaillées sur plusieurs pages de son récit, h. 351 à 357, il décida alors d'y renoncer et de gagner la latitude de Guam, 13 degrés 1 demi nord, où il choisirait entre aller vers Acapulco ou vers Manille. Il l'atteignit le 24 juillet et constatant que les vents étant contraires pour aller aux Philippines, il se décida pour la Nouvelle-Espagne, h. 357 à 358. En fait, il était épuisé et n'avait plus qu'une idée, revenir au Pérou pour y apporter la nouvelle de ses découvertes, car il ignorait si les deux autres navires seraient en état de le faire. Pendant ce temps, à Santo, Prado Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.